Monsieur Benaroche, bonjour. Bonjour. Votre spécialité à la Chambre, c'est la photographie? La photographie du 19e et 20e siècle. Qu'est-ce qui caractérise un expert en photographie? Il faut qu'il aime la matière photographique lorsqu'il s'agit des tirages. Tous ces tirages ont des liants, ont des papiers spéciaux. Il faut avoir quelques notions de technique. Comment avez-vous acquis ces notions techniques? J'ai appris sur le tas parce qu'à l'époque où j'ai commencé, c'est-à-dire dans les années 1975, ça me paraît assez lointain maintenant. La photographie était un bien négligé, courant, qu'on pouvait manipuler facilement. Et donc je me suis retrouvé à la tête de plusieurs supports variés, depuis le daguerréotype jusqu'au grand tirage, au petit tirage, à l'albumine, au charbon. Enfin tous ces procédés étaient accessibles. Ils ne le sont plus maintenant. Est-ce que, bon, il y a encore de l'intérêt, mais ça serait beaucoup plus difficile de constituer une collection avec tous les différents supports de la photographie. Voilà. Comment expertisez-vous une photo par rapport à, par définition, un médium qui pourrait être multiple? Du point de vue de l'expertise, on va distinguer des tirages qui vont être de l'époque de la prise de vue, qui vont être dits vintage. Et ensuite, on a des tirages qui, à la demande du public qui a accordé une grande importance au vintage, vont demander des retirages modernes. Alors là, on rentre dans des histoires de papier, reconnaître un papier d'époque et un papier postérieur, des fois de 30 ans ou 40 ans, et dire non, mais ça, c'est pas possible, c'est une photo qui n'est pas vintage. Ce qui ne veut pas dire que certaines photos retirées, signées de la main du photographe s'il est encore vivant, ou tamponnées, n'ont pas un intérêt de collection. Mais il s'agit de deux choses différentes dans le temps, et donc on arrive à les identifier par justement la connaissance des papiers photos, les papiers de support photo, et de voir que avec les techniques, ce qui était vrai en 1930 n'est plus vrai en 1970, et c'est comme ça qu'on arrive à dater les épreuves. Vous m'avez dit que dans le cadre de votre carrière, vous aviez rédigé pour les ventes aux enchères un certain nombre de fiches. Oui, je me suis amusé l'autre jour à compter sur 40 années donc disons, de fichage pour des maisons de vente, des commissaires-priseurs, à raison de à peu près 4 ou 5 catalogues par an. J'avais dû faire entre 80 et 100 000 notices de catalogues. Donc j'ai fait ça depuis très longtemps. C'est gigantesque. C'est amusant, mais en fait, c'est quand même, ça prend du temps. J'imagine que ça n'a pas dû être simple pour vous de choisir dans cette mémoire encyclopédique qui est la vôtre, quelques œuvres pour présenter votre spécialité avec des photographies. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter aujourd'hui? Je veux présenter, puisqu'on n'est pas loin de Marseille, le grand photographe primitif du 19e siècle, photographe de grands travaux, qui s'appelle Adolphe Théris, qui est un peu méconnu du grand public, mais assez connu d'amateurs avertis. Et donc, je souhaitais présenter assez rapidement plusieurs pièces le concernant. Contrairement à beaucoup de photographes qui, eux, sont venus de la peinture à la photographie, Théris, lui, avait déjà un frère libraire. Il a rejoint son frère à Marseille et il a été donc libraire et éditeur. Là, vous avez un livre qui est un de ces livres d'histoire de Marseille, qui est donc édité par Théris. Donc, vous voyez, il y a un très beau frontispice avec aux armes de Marseille, et on va trouver en bas Adolphe Théris, éditeur. Ça, c'était son premier travail, et ce bouquin est daté, ce livre est daté de 1852, et c'est également en 1852 que Théris va se lancer dans la photographie, puisqu'il va recevoir une commande de l'architecte Raybaud, qui a besoin de documenter son travail de 1852 à 1862 pour la construction de l'église des Réformés, qui est en haut de la Canebière à Marseille. Et donc Théris a fait un tirage sur papier albuminé qui va montrer l'intérieur, l'extérieur, une dizaine de photos des stades de la construction de l'église. Et ça s'arrête en 1862, comme d'ailleurs la construction que l'on va voir ici sur cette photographie va rester en l'état pendant 10 ans, puisque Raybaud, lui, va partir et laisser tomber son projet. Il va être remplacé par un autre architecte.
Donc là, c'est l'état final de sa commande. Voilà. Ça, c'était le tout premier travail de Terris. Comme on constatera plus loin, il utilisait à ce moment-là une optique avec une focale qui ne permettait pas le grand format. Donc ce qu'il a habilement retourné en faisant un cintrage sur le haut de la photographie pour qu'elle soit d'ailleurs en forme de cathédrale, vous voyez. Donc c'est son premier travail. Ce qui se passe ensuite, c'est que Terris est également le photographe type du Second Empire. Il est un élément majeur de la propagande de Napoléon III pour montrer le changement des villes, la modernité, le confort, l'hygiène des rues, tout ce qui va se passer, qui va être un cheval de bataille à Paris comme à Marseille. À Paris, nous allons avoir le photographe Marville qui va s'intéresser à peu près au même sujet que Terris, c'est-à-dire documenter les rues qu'on va détruire. Et les deux vont faire dans la verticalité des prises de vue que l'on va voir ici pour Terris. Voilà les vues qui concernent la démolition des vieux quartiers de Marseille, qui sont des vues commandées par la ville de Marseille, juste avant le début, en 1863, des grands travaux de rénovation de Marseille et de la construction de la rue impériale, actuelle rue de la République. Alors, je termine pour la précision pour Marville, c'est que Marville a fait ce même type de cheminement. Marville qui est un photographe très confirmé déjà en 1865, puisque c'est la date de début de sa récolte photographique à Paris. Lui va faire ça de 1865 à 1875, alors que Terris va faire le cheminement de 1862 à 1866. Vous voyez, donc il y a un petit décalage qui est amusant parce que souvent les photographes se copiaient et ce reportage de Marville n'existait pas. Et Terris n'a jamais quitté Marseille d'ailleurs, n'a jamais eu de professeur, n'a jamais été éduqué à la photographie. C'est un autodidacte de bon niveau. En 1862, c'est cela qui va donc produire cette suite de 22 photographies sur la démolition des rues, c'est-à-dire il y a 300 maisons qui vont être dégagées, il va y avoir à peu près une quarantaine de rues qui vont être complètement détruites, rayées, pour faire sa construction de la rue de la République sous les auspices de Napoléon III. Donc là, on a eu une commande de la ville et ce travail d'à peu près une cinquantaine de photographies très spectaculaires, de grands travaux et de reconstruction, puisqu'on va détruire des montagnes, des collines, il va y avoir, c'est vraiment quelque chose de très spectaculaire. Et en plus, on va faire cet axe qui va relier le nouveau port, c'est-à-dire la Joliette, au vieux port. Ça a été la volonté et de la ville et de Napoléon III pour aller dans ce sens-là. Donc je vais vous montrer quelques photos assez spectaculaires de la période des grands travaux. Alors là, on a la photo la plus emblématique de Marseille pour les grands travaux. Vous avez donc les grands travaux de Marseille, ouverture de la rue impériale. Et il s'agit donc d'une vue de chantier prise du boulevard des Dames en 1863. Et donc là, on a vraiment tout ce qui est de la modernité, je crois qu'il y avait à peu près 4 locomotives avec des wagons qui travaillaient sur ce chantier. On a déblayé des centaines de mètres cubes de terre qu'on est allé jeter en partie dans le vieux port et dans certaines calanques de Marseille. Et grâce à ces wagonnets, on a évacué les déblais, qui étaient énormes. Ce que vous voulez dire, c'est que la locomotive faisait partie d'être moderne à l'époque aussi. Absolument, c'est un signe de modernité. On le verra dans la construction des immeubles. On va utiliser également des grues, d'immenses grues hydrauliques, des outils nouveaux et de progrès qui n'existaient pas avant. Donc on est dans la lignée du chemin de fer qui avait arrivé dans les années 1850 et dont 10 ou 12 ans après, ça rentre dans les outils de travaux. Donc là, on va avoir une autre vue très spectaculaire. Donc c'est une autre vue de chantier. Une autre vue des grands travaux qui est très très belle. C'est une vue des chantiers prise de la rue de l'Impératrice sur la place centrale. Donc vous voyez ici, c'est le vieux port. Enfin, si les gens connaissent Marseille, je pointe. Ici, on est sur le vieux port, donc on est en surplomb. Alors là, une très très belle vue qui fait le bonheur des grands collectionneurs de photographies du 19e et que c'est une des plus connues de Terris parce qu'il en figure un exemplaire au MoMA qui a apprécié ce côté, j'allais dire, moderniste de mouvement qui a été donné par un wagonnet qui vient de passer. C'est un effet fantôme qui est produit. Et là, on a le mouvement du wagonnet
Donc ça, c'est une des plus connues. Les compositions sont extrêmement précises. Ah oui, oui, il y a un cadrage, c'est loin d'être un amateur, hein, c'est un vrai professionnel. D'ailleurs, j'explique, c'est lui qu'on est allé chercher parce que lui avait le matériel des plaques photo, des grandes plaques photo. Il n'y avait pas disons, de concurrent à Marseille. Donc il avait cette expérience de ses premières photos de l'église des Réformés. On lui a donné ce travail, la ville lui a donné ce travail également parce qu'il était équipé et puis il était connu dans le milieu parce que les autres photographes à la même époque, les autres photographes marseillais se contentaient principalement de faire du studio et continuaient un procédé qui était dépassé, le daguerréotype, et passer ensuite à la carte de visite pour faire des portraits de studio. Alors que Terris, lui, sortait de son studio. La fonction de ces albums commandés à la fois par la ville et par... Ils sont tirés à tout petit nombre. Celui-ci était tiré à 80 exemplaires. Vous avez un des 80 exemplaires qui a été acheté par la ville de Marseille à cette époque-là. Alors, on dit 80 parce qu'on connaît la commande passée par la ville, le nombre de 80, donc on arrive à savoir qu'il y en a à peu près 80. Pour ce qui est des grands travaux qui étaient vendus plutôt en portfolio, parce que vous avez vu la manipulation, il y a dû avoir quelques albums reliés qui ont concerné uniquement les principales personnalités, Napoléon III, le sénateur Maupas, le constructeur justement du nouveau quartier Perrière, l'architecte extérieur Pontieux, ont dû forcément avoir eux une version reliée et avec aux armes de la ville, mais pour ce qui a été tiré, alors on me demandait le nombre, j'imagine, j'allais dire 300, 400 portfolios, à mon avis, maximum. Et l'essentiel étant de les retrouver à peu près complets et en bon état. Alors il figure des exemplaires de ces grands travaux, bien entendu aux archives départementales, aux archives municipales, donc ça donne bien l'idée de savoir où ça a pu partir au départ. Et ensuite, c'était plus facile pour moi de trouver ce type de vue dans les années 80 que de les trouver maintenant, donc ça serait beaucoup plus difficile. Puisqu'on a fini le côté travaux, on va arriver à quelque chose, c'est que Terris a fait depuis le début aussi en même temps que ses reportages de travaux. Il a reçu des commandes pour des beaux-arts, pour faire des photos de statuaires, des photos d'objets d'art. Et ensuite, il a reçu des commandes privées d'architectes qui avaient besoin pour leur documentation. Ils avaient d'immenses registres, donc encore beaucoup plus grands que ça, pour montrer aux commanditaires les choix justement d'ornements extérieurs qu'ils voulaient. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a tiré donc des vues. Alors on va voir qu'ici un dernier travail de Terris qui va s'accomplir. Il était spécialiste aussi des photos de maquettes. Alors là, après avoir photographié ce qu'on a vu, voilà la Major, fait par Terris, c'est daté 1872 et ça a été fait par Léon Vaudoyer. On va trouver dans cette provenance Vaudoyer des vues de la cathédrale de Marseille, mais une fois achevée. Donc là, cela lui permettait d'organiser ses travaux, de montrer où il en était. Donc tout ça, c'est donc des maquettes en plâtre, très amusant, de grand format, qu'on pose sur des supports. Ensuite, il va s'attaquer, dans l'idée de ces demandes-là, il a des demandes pour faire ces différents choix. On va sortir en extérieur. Là, on est, celui-ci, ça doit être la bibliothèque de Marseille. À la bibliothèque de Marseille, on va sortir tout cet enchevêtrement de décoration extérieure. Donc, une fois qu'il va photographier ça, il va coller cette photo dans un grand... Et vous allez vous dire, je veux ça. Je veux ça. Pour ça, je veux ça, ça, j'en veux pas. Voilà.
Donc cette production-là, on la retrouve tirée à l'albumine. Alors donc, on n'a pas parlé de support tout à l'heure. Il faut savoir que l'albumine, c'est un des plus importants supports de la photo du 19e, qui est tiré d'après un négatif au collodion et qui est une image au sel d'argent avec un liant de blanc d'œuf, donc d'où le nom papier albuminé. Le revers de la médaille de la photo à l'albumine, c'est qu'elle est très fine, donc très déchirable. Et pour ce qui est des épreuves normales comme ici, là vous avez, ça c'est magnifique, voilà, l'albumine qui n'a pas subi le jaunissement. Donc là, ce sont 3 vues de sculpture d'un architecte qui s'appelle Cavelier, qui vont être mises à l'extérieur du musée des Beaux-Arts. Voilà ce que ça donne. C'est tout fin. Hein. Ouais, la finesse. Là, on va attaquer des vues qui sont très intéressantes parce que, comme vous le voyez, on est dans des très gros plans et on utilise un autre procédé. Ce procédé, c'est le cyanotype. Alors, le cyanotype, qu'est-ce que c'est? C'est un tirage avec des sels de fer sur un papier qui est quand même aussi un papier avec des sels donc, et du fer. Donc ça s'appelle le ferroprussiate ou papier cyanotype. Ça a été inventé très très tôt, dès le début de la photographie, dans les années 1842 par Herschel. Et les utilisateurs très très connus qui ont fait des petits chefs-d'œuvre, c'est Anna Atkins qui a fait des développements par photogramme, c'est-à-dire en posant directement sans appareil de prise de vue sur ces papiers sensibilisés au ferroprussiate, posant des objets, des algues, et ce qui donne des trucs fabuleux une fois développés. Tout ça, ensuite, ça a continué et ça a été repris à l'époque de Terris par nécessité de protection et de manipulation. On est passé à ce type de papier qui est quand même, vous voyez, je peux mettre les doigts dessus, je peux le manipuler, le sortir et donc c'est moins fragile. Voilà l'intérieur donc d'un atelier de stucceur, magnifique. Ici, mes faits au cyanotype, toujours une lionne et un lion de Bari. La teinte bleue est liée au fer C'est le fer, oui, ce sont les sels de fer. Si vous voulez, il n'y a pas d'émulsion. Il n'y a pas d'émulsion, c'est-à-dire une couche entre le papier et la photo définitive. Il y a toujours un glacis ou à l'albumine ou au gélatino-bromure en photographie. Et là, ça rentre directement dans le papier. C'est-à-dire, et puis on peut prendre n'importe quel papier, si vous voulez, épais, pas épais. On le sensibilise au ferroprussiate et ensuite on va tirer sur ça. Donc c'est assez facile, mais ça donne des résultats spectaculaires. Donc il y a des photographes maintenant qui se sont remis certainement au cyanotype parce que ils maîtrisent tout. Le papier albuminé qu'il y a là, encore que là on est encore dans un papier albuminé qui n'est pas de fabrication industrielle. Donc c'est le photographe dans ses ateliers qui a préparé son papier. Voilà, alors je vous passe encore quelques vues qui sont très spectaculaires. J'imagine que ce sont des œuvres rarissimes. Alors oui, parce que cet ensemble est sorti... alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à Terris dans les années 80, peut-être, oui, 80 à 90, et il a fallu que j'attende... pratiquement d'arriver, on devait être disons, on va dire dans les années 2000, il est sorti un ensemble de photographies des cyanotypes ou les papiers bleus de Terris. Ça fait une belle histoire, les papiers bleus de Terris, qui sont très très recherchés parce qu'en fait, il en est sorti une centaine. Et sur cette centaine, on est quelques-uns privilégiés à avoir eu l'instinct de voir que justement dans l'œuvre habituelle de Terris, des grands travaux qu'on a vus, de rénovation, qui sont très bien, il y avait ce côté un peu comme s'il avait de fer au feu. Et effectivement, je suis persuadé qu'il a pas fait
Il n'a pas fait dans cette idée-là, mais la résultante est même. Donc il a créé du moderne sans s'en rendre compte. Mais je vais vous montrer. Donc c'est un des derniers albums très tardifs du fameux Terris qui s'appelle Littoral des Bouches-du-Rhône. Il a partagé cet album avec un autre photographe. Donc nous, on va s'intéresser, je vais vous montrer que des photos de lui. Alors voilà, vous avez ici une entrée donc du port de Marseille, donc avec tous les voiliers au fond du vieux port. Là, c'est l'entrée vieux port. Encore une autre vue, entrée vieux port, avec Notre-Dame de la Garde en arrière-plan. Et moi, j'avais retenu celle-là. Voilà, j'avais dit, je vais leur montrer celle-là, qui est très très belle, bien contrastée. Une autre vue, là, c'est Port Saint-Louis du Rhône, qui s'appelle la Tour Saint-Louis. Donc, c'est ce que faisait Terris aussi, ce genre de vue. Et on termine là, pour l'album, avec une très belle vue de drague à Port Saint-Louis du Rhône. Donc je vous ai montré qu'il y avait un peu donc, de marine et d'intérêt maritime dans l'œuvre de Terris, mais ce n'est pas du tout la grande dominante, mais ça a existé, il l'a fait. Et je vous montre la dernière, qui est la même, mais beaucoup plus belle que dans l'album. Petit chef-d'œuvre d'Albumine, viré à l'or, ouais, la grande qualité. Petite rayure, la make-up c'est estampé. J'imagine qu'il est très rare de trouver des tirages dans cette préservation-là, non? Oui, parce que quand ils ne sont pas montés, ils roulent, ces papiers, ils se déchirent. Et quand ils sont montés, les gens les ont laissés à la lumière. Et forcément, l'albumine, il y a le jaunissement qui se fait et c'est irréversible. Alors que là, vous voyez, on a un ciel blanc, enfin peut-être poussiéreux, on peut le dépoussiérer, mais on n'a pas un ciel jaune. Et on ne va pas dans le jaunissement. Si cette photo avait été mise au soleil, vous n'auriez pas tous ces détails de contraste, des noirs et blancs, un ciel vraiment blanc-blanc. On distingue bien les docks. Hein. Vous avez les docks ici. Il y avait un octroi ici. Enfin, voilà, bon, je vous ai montré un petit peu ce que pouvait faire Terris.